Il y a un grand changement dans la tension entre les États-Unis et l'Iran, et tout cela tourne maintenant autour du détroit d'Ormuz. En date du 22 avril 2026, une chose est claire, il n'y a plus de cessez-le-feu. Ce n'est plus comme avant, quand la situation était encore sous contrôle. Selon les rapports, 2 navires ont été attaqués sans avertissement. Il y a des affirmations selon lesquelles ils ont été saisis et des vidéos ont même été publiées pour le prouver. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que les États-Unis n'ont pas réagi immédiatement. Donald Trump ne s'est pas précipité pour riposter. Il n'est pas intéressé par un simple bombardement. Il ne se concentre pas sur la violation du cessez-le-feu. On dirait qu'il attend quelque chose de plus important. Mais avant de continuer, merci d'aimer cette vidéo, c'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Et pendant que les États-Unis restent silencieux en surface, il se passe quelque chose de plus profond en coulisses. Ils ne lèvent pas le blocus. Et c'est ça, la vraie pression. Ce n'est pas une guerre de missiles ou de frappes aériennes. C'est une guerre économique. Chaque jour, on estime que l'Iran perd environ 500 millions de dollars parce que son pétrole ne peut pas être exporté. Avec le temps, les installations pétrolières subissent une pression croissante. Et si cela continue, certains puits pourraient donc s'arrêter et ne pas pouvoir être remis en service immédiatement. En même temps, un autre facteur important approche. Il ne reste que 3 jours avant son arrivée dans la région, donc nous n'avons pas encore atteint le pic, nous nous en approchons seulement. Du côté de l'Iran, il est clair qu'ils ressentent la pression. Leurs actions sont plus agressives, leurs déclarations sont plus fortes. Il y a des menaces telles que le ciblage des câbles sous-marins, la fermeture du Bab el-Mandeb et même la possibilité d'affecter l'infrastructure Internet de toute la région du Golfe. La situation est extrêmement sensible en ce moment. Un seul faux pas pourrait aggraver les choses immédiatement. C'est aux premières heures du 22 avril que l'escalade en chaîne a commencé. Selon l'UKMTO, un cargo battant pavillon libérien, mais appartenant à une compagnie grecque, a été attaqué par un patrouilleur du CGRI. Il n'y a eu aucun avertissement. L'attaque a été directe. La passerelle du navire a été touchée et a subi d'importants dégâts. 3 heures plus tard, un autre incident s'est produit. Un porte-conteneur battant pavillon panaméen nommé Euphoria a été attaqué près des côtes iraniennes. Mais il a évité des dégâts plus importants après avoir changé de direction. Après cela, un autre navire a été impliqué, le MSC Francesca. Alors qu'il attendait d'entrer dans le golfe d'Oman, il a été contraint d'entrer dans les eaux iraniennes, escorté par des unités navales. Plus tard, le CGRI a publié des images montrant prétendument la saisie de 2 porte-conteneurs, dont le MSC Francesca et un autre navire. Et selon leurs déclarations, ils ont été emmenés à l'intérieur du territoire iranien. Et c'est ici qu'une chose devient claire. Ce n'est plus une simple tension, c'est une nouvelle phase du conflit. Plus imprévisible, l'escalade est plus rapide et c'est plus dangereux pour tous les acteurs impliqués. Beaucoup d'analystes considèrent ces mouvements comme une réaction de l'Iran pour protéger ses exportations de pétrole alors qu'elles sont bloquées. Même si Donald Trump a accordé un délai supplémentaire de 3 à 5 jours, cette pause a été utilisée pour préparer la prochaine étape. Pour comprendre pourquoi les États-Unis n'agissent pas immédiatement, il faut regarder à quel point le blocus a un impact important. Selon le commandement central des États-Unis, où CENTCOM 31 navires ont déjà été renvoyés, la plupart étant des pétroliers. 4 ont été coulés, 8 arrêtés et contraints de rebrousser chemin, bloquant presque totalement la sortie du pétrole iranien. Et si le pétrole ne peut pas sortir, rien ne rentre non plus. Le ministre des Affaires étrangères iranien a qualifié cela d'acte de guerre. Mais malgré cela, les États-Unis ne lèvent pas le blocus. Et pour l'instant, l'Iran n'a pas non plus de moyens clairs pour forcer la levée de ce blocus. C'est là qu'intervient la stratégie globale. Il n'est pas nécessaire de bombarder. Plus le blocus dure, plus le pouvoir de négociation de l'Iran s'affaiblit progressivement. Alors que les États-Unis renforcent leur position, le timing n'est pas non plus une coïncidence. L'extension de 3 à 5 jours coïncide avec l'arrivée de l'USS George H.W. Bush. L'USS Gerald R. Ford et l'USS Abraham Lincoln sont déjà dans la région. Et lorsque les 3 porte-avions seront tout présents, la pression sera encore plus forte. À ce stade, ce qui se passe est clair. Ce n'est pas une simple attente, c'est une pression contrôlée. En attendant le bon moment pour la prochaine étape. L'USS George H.W. Bush contourne actuellement le cap de Bonne-Espérance. Pour éviter la menace des Houthis à Bab el-Mandeb, il est prévu qu'il atteigne le Golfe dans les 3 prochains jours. D'après les données de suivi issues de sources ouvertes, il est actuellement au large de la Tanzanie ou du Kenya.
Lorsque les 3 groupes aéronavals se réuniront, cela formera une concentration rare de la puissance militaire des États-Unis. États-Unis, ce n'est pas un déploiement ordinaire, mais un positionnement massif. Les chefs d'état-major ont déjà mis en place un cadre de blocus pour le détroit d'Ormuz. Cette ligne s'étend de la côte sud d'Oman jusqu'à la frontière entre l'Iran et le Pakistan. Et il ne s'agit pas seulement d'intercepter des navires, le plan est plus vaste. Il inclut un système intégré de défense antimissiles. Cela signifie qu'il couvre la mer, l'espace aérien et toute menace potentielle. Et le renforcement ne se limite pas à la mer. Les mouvements continuent également dans les airs et sur terre. En ce qui concerne la puissance aérienne, plus de 150 avions de chasse sont déployés dans la région. Cela inclut le F-25, F-Raptor, F-35, Lightning II, F-A-X-8 Super Hornet et F-6 Fighting Falcon. Et même s'il y a des discussions en cours à Islamabad, le déploiement ne s'arrête pas. Les ajouts d'équipements se poursuivent. En ce qui concerne la capacité de bombardement stratégique, le B-1 Lancer et le B-52 Stratofortress suivent un entraînement intensif à la HARA Fairford au Royaume-Uni. Si les négociations échouent, ils pourraient être utilisés lors de la prochaine vague de frappe. Pour les opérations spéciales, 3 nouveaux AC-130J Ghost Rider sont envoyés en Arabie Saoudite. Lorsqu'ils arriveront dans les 48 à 72 heures, il y aura au total 6 gunships dans la région. Ils prévoient de les utiliser lors de la prochaine phase de l'opération. Du côté des forces terrestres, une brigade de la 28e division aéroportée a déjà été déployée. La force totale pourrait atteindre 10 000 soldats selon l'évolution de la situation. Il y a aussi des discussions concernant le déploiement du MDX Booker, même s'il a été officiellement annulé dans un autre programme. Certaines unités auraient déjà entamé les préparatifs pour le transport aérien. Du côté logistique, les mouvements du C-17 Globemaster III et du C-130 Hercule se poursuivent sans interruption. Ils transportent des soldats, des munitions, des véhicules blindés et d'autres équipements. Et à ce stade, la ligne de Washington est claire. Ce ne sont pas de simples préparatifs. C'est une mise en place complète pour ce qui va se passer ensuite. L'objectif clair des États-Unis est d'établir une zone militaire fortifiée dans l'ouest du Golfe, comme une forteresse en mer. Un endroit où 3 groupes aéronavals et leurs navires d'escorte peuvent opérer de manière protégée et contrôlée dans les environs. Un analyste a résumé cela directement. Selon lui, la prolongation du cessez-le-feu n'est pas une désescalade. Ce n'est qu'un blindage frontal. Cela signifie que ce n'est pas pour calmer la situation, mais plutôt une préparation à quelque chose de plus grave qui va arriver. Et selon lui, le corps des gardiens de la révolution islamique, ou IRGC, fait une grosse erreur de calcul. Parce que pendant qu'ils pensent encore que la situation est sous contrôle, le côté militaire des États-Unis est déjà pleinement prêt. Et avec l'arrivée du 3e porte-avions dans les 3 prochains jours, la tension va encore monter, jusqu'à son niveau le plus élevé. Pour de nombreux experts, c'est ce qu'on appelle le seuil critique, le point où même une petite étincelle peut déclencher un conflit beaucoup plus important. Et pendant ce temps, il est aussi clair que l'Iran n'est pas resté inactif durant la trêve. Pendant cette période, ils ont rapidement remis en état leur système de lancement de missiles et de drones, surtout dans les tunnels souterrains. Il y a des images diffusées par leur chaîne médiatique montrant de longs réseaux de tunnels. C'est là qu'ils fabriquent et stockent les missiles et les drones kamikazes. Ce n'est pas tout, ils ont aussi présenté le missile Khorramshahr-4. C'est un missile balistique ayant une portée d'environ 2000 km. Ils l'ont placé sur la place de la Révolution à Téhéran, un lieu symbolique utilisé pour transmettre un message clair. Et ce message n'est plus caché. Directement, selon le rapport de CBS News, basé sur les renseignements du Pentagone, même s'il y a eu des opérations précédentes qui sont restées opérationnelles, une grande partie de la capacité militaire de l'Iran. Environ 50% du stock de missiles, 60% des forces navales et une grande partie de la force aérienne. Cela peut encore être utilisé. Cela signifie qu'ils ne sont pas encore neutralisés. Mais c'est là qu'entre en jeu le plus grand problème de l'Iran. Ce n'est pas un manque de puissance, mais un manque de contrôle clair. Au sein même du système, il n'est pas clair qui a le dernier mot. Les gardiens de la Révolution agissent de leur côté, la marine du sien. Et la direction politique suit une autre orientation. En raison de ce qu'ils appellent un système de défense distribué ou en mosaïque, il est difficile de déterminer qui contrôle réellement toutes les forces. Et c'est là que réside le plus grand danger. Parce que même s'il y a le CSPAR, ils ne l'ont pas clairement accepté. Et même s'il y a eu des actions, ils n'admettent pas non plus directement qu'ils l'ont violé.
C'est comme s'ils étaient dans un entre-deux. Ce n'est pas une paix totale, mais ce n'est pas non plus une guerre totale. Et pendant que cela se passe, il y a aussi les propres calculs des États-Unis, qui détermineront la suite des événements. Selon l'analyse du Center for Strategic and International Studies, ou CSIS, en 7 semaines de combat, les États-Unis ont déjà utilisé beaucoup de ressources. On estime qu'environ 45% des missiles de frappe de précision ont été utilisés, ainsi que près de la moitié des systèmes Patriot. Cela signifie que l'opération a aussi un coût pour les États-Unis. Mais il y a une grande différence. Ils sont capables de se réapprovisionner. Ils ont la capacité de produire à nouveau et de reconstituer leur stock. Et c'est là que leur avantage logistique se manifeste. En même temps, une affirmation plus controversée a émergé. Selon Larry Johnson dans son émission Judging Freedom, une réunion d'urgence aurait eu lieu à la Maison-Blanche où Donald Trump aurait demandé les codes nucléaires. Mais selon cette affirmation, Dan Kane aurait refusé. Il n'y a aucune confirmation officielle de ce rapport et il est peu probable qu'il y en ait une. Mais même s'il ne s'agit que d'une affirmation, cela montre quelque chose d'important. Si l'option nucléaire est déjà discutée, cela signifie que la situation est à un tout autre niveau. À ce stade, 3 facteurs entrent en jeu simultanément. Premièrement, la structure fragmentée à l'intérieur de l'Iran. Deuxièmement, l'utilisation et le renouvellement des ressources militaires des États-Unis. Et troisièmement, les discussions sur les seuils nucléaires. Lorsque tu combines ces 3 éléments, il devient clair pourquoi les prochaines 72 heures sont extrêmement critiques. Sur le papier, l'Iran s'affaiblit sur le plan militaire, mais ils détiennent toujours quelque chose qui peut affecter le monde entier, le flux de pétrole. Et selon certaines sources iraniennes, il existe des scénarios à l'étude sur la façon d'impacter simultanément les systèmes mondiaux, pas seulement l'approvisionnement en pétrole, mais aussi les communications et les routes commerciales. Commençons par la première cible possible. L'oléoduc Yanbu. C'est la route du pétrole saoudien vers la mer Rouge utilisée pour éviter le détroit d'Ormuz. Si celui-ci est touché, l'Arabie saoudite perdra sa route de secours. Deuxièmement, Fujairah. C'est l'un des plus grands centres de ravitaillement en carburant des Émirats arabes unis. Et il se trouve à portée de missiles de l'Iran. Il a également déjà été pris pour cible dans le passé. Troisièmement, le Bab el-Mandeb. Si le détroit d'Ormuz est fermé, c'est la seule grande route restante, mais elle est contrôlée par les Houthis, alliés de l'Iran. S'ils sont activés, les 2 points d'étranglement maritime les plus importants du monde pourraient être fermés en même temps. Et quatrièmement, les câbles sous-marins. Non seulement le pétrole, mais aussi les systèmes de communication, Internet et les échanges de données entre l'Europe et l'Asie pourraient être affectés. Si cette combinaison se produit, il ne s'agira pas seulement d'une crise régionale, ce sera un choc mondial, et c'est là que cela devient plus grave. Et la question est, jusqu'où chaque camp est-il prêt à aller dans cette situation? Et qui reculera en premier avant que cela ne s'aggrave complètement? On estime qu'il y a environ 7 grands systèmes de câbles qui passent par le détroit d'Ormuz. Et ce sont eux qui transportent plus de 97% du trafic Internet de toute la région du Golfe. Cela signifie qu'une grande partie de la communication numérique dans la région dépend seulement de quelques lignes sous-marines. Et selon certaines sources iraniennes, une carte détaillée a été publiée montrant à quel point ces câbles sont vulnérables. Ce n'est pas une simple spéculation. Il y a déjà eu des incidents précédents où l'Iran a utilisé des drones pour cibler des centres de données à Bahreïn et aux Émirats arabes unis. Maintenant, imagine si les 3 choses se produisent en même temps. Perturbation de l'approvisionnement en pétrole, point d'étranglement maritime et câbles Internet. Si cela arrive, on pourrait perdre près d'un quart des données mondiales d'un coup. Et toute la région du Golfe pourrait sombrer dans ce qu'on appelle l'obscurité numérique. Cela signifie que les systèmes cloud tomberaient en panne, les transactions financières s'arrêteraient et il y aurait de gros problèmes de communication. Mais c'est là que la question la plus importante se pose. L'Iran est-il vraiment capable de faire cela? La réponse courte, c'est que c'est extrêmement difficile. Actuellement, la marine des États-Unis est déjà positionnée dans le Golfe, avec 3 groupes aéronavals. Il y a aussi des équipes sous-marines déjà déployées, capables de protéger les câbles et les infrastructures critiques. Oui, les Houthis peuvent effectivement menacer le Bab el-Mandeb, mais les États-Unis sont déjà conscients de ce risque. C'est pourquoi l'USS George H.W. Bush est tenu à l'écart de cette zone. En ce qui concerne le pipeline de Yanbu et Fujairah, ils se trouvent à portée des missiles iraniens. Mais si ces infrastructures sont touchées, ce serait clairement une déclaration de guerre directe contre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.
Et si cela arrive, il est possible que toute la coalition s'unisse contre l'Iran. Et dans la situation actuelle, l'Iran n'est pas prêt à faire face à cela. Donc en réalité, oui, ils ont des cartes en main. Mais chaque mouvement qu'ils feront aura un prix plus lourd que les bénéfices. Et le renforcement militaire américain actuel vise précisément à empêcher l'Iran d'utiliser ces options. La plus grande question maintenant. Panique, l'Iran peut-il encore prendre des décisions claires et prudentes? Car la crise à Hormuz n'est plus seulement iranienne, elle concerne désormais le monde entier. Près de 20% du commerce mondial de pétrole passe par ce détroit. Et maintenant, le trafic commercial est presque à l'arrêt. Pendant que le prix du pétrole, comme le Brent, a déjà dépassé les $100. À ce stade, il n'y a pas que les militaires qui agissent. Même l'économie est déjà touchée. Les compagnies d'assurance considèrent désormais le détroit d'Ormuz. Comme une zone à haut risque, cela signifie que le passage des navires coûte plus cher. Les primes d'assurance ont fortement augmenté. Et le coût du fret a augmenté de près de 200%. À cela s'ajoutent les incidents, comme les attaques contre les navires battant pavillon grec et libérien. Et la capture du MSC Francesca battant pavillon panaméen a déjà impliqué davantage de pays au cœur de la crise. Ce n'est plus simplement une discussion entre les États-Unis et l'Iran. La situation prend de l'ampleur. Aujourd'hui, même la Chine et l'Inde, qui dépendent fortement du pétrole iranien, cherchent déjà d'autres routes. En Europe, la demande d'importation de GNL augmente également. Et en même temps, la pression inflationniste augmente progressivement partout dans le monde. Le 22 avril, des planificateurs militaires de plus de 30 pays se sont réunis à Londres. Leur objectif est de planifier une mission multinationale pour assurer la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Et si tu regardes bien, c'est exactement ce que l'Iran souhaite. Ils veulent que la pression augmente afin de forcer le monde à pousser les États-Unis à lever le blocus. Mais pour l'instant, cela ne fonctionne pas. Les États-Unis ne reculent pas. Et ici, les prochaines 72 heures deviennent cruciales. Lorsque l'USS George H.W. Bush arrivera dans le Golfe, la concentration totale de la puissance militaire américaine sera atteinte. 3 groupes aéronavals en même temps. Pendant ce temps, les discussions à Islamabad sont en suspens. La visite de J.D. Vance au Pakistan a également été retardée. Et même du côté de l'Iran, il n'est pas clair qui va vraiment participer aux négociations. Il y a des annonces en disant qu'ils ne vont pas assister. Puis ils se rétractent tout de suite. Les signaux sont confus. Dans une interview à CNN, Donald Trump a déclaré qu'il n'était pas pressé par le temps. Et il est clair sur ce qu'il veut, que l'Iran remette son uranium enrichi. Pour l'instant, il voit 3 scénarios possibles. Premièrement, que l'Iran accepte de négocier sérieusement. Il y a une proposition claire. Si cela se produit, il est possible que le blocus soit levé. Ce serait leur toute dernière porte de sortie. Deuxièmement, si aucune proposition n'est faite ou si les provocations du corps des gardiens de la révolution islamique continuent, les États-Unis pourraient lancer la 2e phase de l'opération Epic Fury. À ce moment-là, ils utiliseront toute leur puissance. 3 porte-avions, plus de 150 avions de chasse et un réapprovisionnement complet en armes. Et si on en arrive à ce point, il ne s'agira plus seulement de tensions, mais d'une grande phase de guerre qu'il sera difficile d'arrêter. Troisièmement, la situation actuelle restera, le blocus continuera, et chaque jour, l'économie de l'Iran s'effondrera petit à petit. Un à un, les puits de pétrole sont contraints de cesser leurs activités, et en réalité, c'est ce que Donald Trump souhaite le plus, car le temps joue en sa faveur. Plus le temps passe, plus l'effet sur l'Iran s'aggrave, et chaque mouvement de panique, l'arrêt des navires, les tirs sans avertissement, l'exhibition de missiles, n'aident pas. Au contraire, cela renforce encore plus les arguments des États-Unis pour accroître la pression. Maintenant, la question est, comment l'Iran en est-il vraiment arrivé à cette situation? Si l'on regarde le tableau plus large, cela ne s'est pas produit soudainement. Un à un, ils ont perdu leurs avantages stratégiques depuis le début du conflit. Ce blocus n'est pas simplement une mesure ordinaire, c'est la suppression du dernier atout qui restait aux États-Unis. Au début du combat, ils avaient encore certaines capacités, mais elles ont disparu une à une. La défense aérienne a été la première à céder. Au cours des premières semaines, plus de 100 avions de la coalition sont entrés dans l'espace aérien iranien. Ils ont frappé des cibles dans le centre de Téhéran et sont revenus sans encombre. Les dépôts souterrains, autrefois considérés comme intouchables, ont suivi. Ils ont tout de même été atteints par le B-2 Spirit, utilisant de grosses bombes anti-bunker. Concernant la puissance navale, les dégâts ont été importants. Des bases comme Sabucher ont été touchées.
La chaîne de commandement a été détruite. Même le quartier général du corps des gardiens de la révolution islamique a été affecté. Cela inclut les responsables du renseignement et des opérations. Ensuite, le réseau de forces supplétives. Des centres logistiques comme Mehrabad ont été touchés. Les lignes d'approvisionnement vers le Hezbollah et les Houthis ont été affectées. L'influence de l'Iran à l'étranger a progressivement diminué. Et au final, il ne leur restait plus qu'une seule chose, le détroit d'Ormuz. C'est leur arme de dissuasion la plus puissante depuis de nombreuses années. L'idée, c'est de fermer le détroit et de prendre l'économie mondiale à la gorge. Quand le conflit a commencé, ils l'ont effectivement fait. Et cela a eu un impact immédiat. Les prix du pétrole ont augmenté, l'Europe a été touchée par la crise du carburant. Et il y a même eu des manifestations de l'Irlande jusqu'à la France. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Les États-Unis s'efforcent de rouvrir le détroit. Ils nettoient les mines. Ils créent un corridor sécurisé pour le commerce mondial. Pendant ce temps, ils bloquent en même temps les propres ports de l'Iran. En d'autres termes, leur dernier atout est aussi en train de disparaître petit à petit. Le pétrole ne peut pas sortir. Les matériaux nécessaires ne peuvent pas non plus entrer. Les revenus diminuent progressivement jusqu'à presque atteindre zéro. L'Iran prévoit de punir le monde en fermant le détroit d'Ormuz. Mais la réponse des États-Unis est tout le contraire. Très bien, nous ouvrirons le détroit, mais c'est vous que nous allons enfermer. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Le passage est ouvert à tous sauf à l'Iran. L'arme même qu'ils ont utilisée s'est retournée contre eux. Du côté des Alliés, l'unité n'est pas aussi claire. Donald Trump espère que quelqu'un va le rejoindre. Mais pour l'instant, seuls les Émirats arabes unis et Bahreïn soutiennent clairement. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie ont refusé. Et la France maintient une position distante. Cela signifie que l'opération est pratiquement menée uniquement par les États-Unis. Et c'est là qu'une grande question se pose. Jusqu'à quand cela pourra-t-il durer ? 2 groupes aéronavals, une douzaine de destroyers, des avions de reconnaissance, des sous-marins. Tout cela nécessite du carburant, des munitions, de la maintenance et une rotation du personnel. Pour une opération de cette ampleur, cela peut durer quelques semaines, peut-être même quelques mois. Mais si on parle d'années, c'est presque impossible. Donc le vrai combat maintenant n'est pas seulement contre l'Iran, mais aussi contre le temps. Les États-Unis vont-ils s'épuiser en premier, ou l'Iran sera-t-il forcé de s'asseoir à la table des négociations ? Pour de nombreux pays, surtout les nations en développement, les effets se font déjà sentir. Les prix de l'énergie augmentent. L'Inde, la Corée du Sud et le Japon, qui dépendent du pétrole iranien, sont obligés de chercher des alternatives plus coûteuses. Surtout l'Inde. C'est l'un des plus grands importateurs de pétrole au monde. Avant, ils pouvaient obtenir du pétrole moins cher en provenance d'Iran. Aujourd'hui, ils sont obligés d'acheter à un prix plus élevé. Et si le blocus se prolonge, ce ne sera pas seulement un problème régional. Il y a un véritable risque de récession mondiale. Pour l'instant, la situation est en clair. Il n'y a plus de véritable cessez-le-feu à Ormuz. Les saisies de navires continuent. Des coups de feu sont tirés. Et il y a même des vidéos qui sortent. Mais pendant que l'Iran fait cela, le pays est de plus en plus étouffé par le blocus, chaque jour. On estime les pertes à 500 millions de dollars, et les puits de pétrole approchent du point d'arrêt. Pendant ce temps, le 3e porte-avions s'approche aussi, il sera là dans 3 jours. Dans cette situation, chaque mouvement devient plus important, même le plus petit. Avec la tension actuelle, il ne faut plus une action majeure pour faire basculer la situation, une mauvaise interprétation, un mauvais ordre, ou un incident accidentel peut déclencher une réaction en chaîne difficile à arrêter. Et c'est là que réside le véritable danger. Ce n'est pas seulement ce qui est planifié, mais aussi ce qui peut arriver par accident. Parce que entre 2 camps, tous 2 armés et prêts à riposter, il ne reste presque plus de place pour l'erreur. À chaque seconde qui passe, il y a de moins en moins de temps pour faire une erreur. Et la probabilité qu'une petite erreur provoque une crise plus grave augmente. Maintenant, la question est, l'Iran peut-il supporter une telle pression ? Ou bien dans les prochaines 72 heures, une nouvelle phase de la guerre va-t-elle commencer ?